La dernière fois que j'ai vu mon père, j'avais 18 ans. J'étais debout sur le perron, un sac de sport à la main, les mains tremblantes, le suppliant d'ouvrir la porte. Ce soir, j'ai traversé le hall en marbre du Hilton du centre-ville, perché sur des talons qu'il ne m'avait jamais vu porter. Une banderole aux lettres dorées surplombait la salle de bal. Félicitations, principal Richard Carter, 40 ans d'excellence. L'air sentait le saumon réchauffé et le champagne éventé. À l'intérieur, on applaudissait, on portait des toasts, on riait à des histoires dont j'avais été effacée. Je suis restée un instant sur le seuil, juste devant les portes à double battant. Mon reflet me fixait dans la vitre, la même mâchoire anguleuse dont il disait qu'elle venait de son côté de la famille. J'ai glissé la main dans la poche de mon manteau et sorti l'enveloppe. Jaunie, pliée en deux. Mon écriture au stylo bleu. La lettre que j'avais écrite la nuit de mon départ, celle qu'on n'avait jamais laissé personne lire. Je n'étais pas venue gâcher sa fête. Ce serait trop facile. Non. J'étais venue parce que le silence l'avait protégé bien assez longtemps. Parce que chaque mensonge qu'il avait raconté sur moi avait été accepté comme une vérité. Parce qu'il y a 10 ans, il avait dit, elle s'est enfuie. Elle ne reviendra jamais. Eh bien, j'étais revenue. Et j'avais des preuves. Le groupe à l'intérieur avait commencé à jouer un morceau de jazz doux. Mon signal. J'ai glissé la lettre dans mon manteau, levé le menton, et poussé les portes. Les têtes se sont tournées. Les visages sont passés d'une curiosité polie à une reconnaissance figée. Les verres sont restés suspendus dans les airs. Le toast s'est interrompu au milieu d'une phrase. Et au centre de tout cela, debout à côté d'un gigantesque collage de photos d'élèves souriants et de trophées, il y avait mon père. Son sourire s'est effacé dès qu'il m'a vu. Et moi, j'ai souri en retour. Il fut un temps où mon père me présentait comme sa fierté, sa joie. Lors des dîners du conseil scolaire ou des soirées parents-professeurs, j'étais la fille en or, major de promo, athlétisme, cours avancé, solo de flûte au concert d'hiver. Il arpentait les couloirs du lycée Carter, son école, une main posée sur mon épaule, comme si j'étais la preuve vivante de sa grandeur. Voilà mon Émilie. Future avocate. Peut-être Harvard, s'ils ont de la chance. Mais à huis clos, ces compliments avaient des conditions. Je devais toujours être à la hauteur. Une note en dessous de A? Silence et regard glacial. Si je manquais une réunion du conseil étudiant pour une répétition? Il appelait ça gâcher mon potentiel. L'année de mes 17 ans, j'ai commencé à écrire des pièces en secret, de petites scènes, la plupart sur des mères qui partent et des filles qui restent. Un jour, ma professeure de théâtre a inscrit l'une de mes scènes à un concours régional, sans me le dire. J'ai gagné. Juillard m'a envoyé un courriel, bourse complète pour leur programme estival intensif. J'ai attendu 2 jours avant de le dire à mon père. Je voulais choisir les mots justes. On était à table, en train de manger des spaghettis. J'ai dit, c'est du théâtre, mais c'est sérieux. C'est réel. C'est ce que je veux. Il ne m'a pas regardé. Il a juste tourné sa fourchette dans son assiette et dit, je ne t'ai pas élevé pour que tu cours après des rêves. Puis il a reculé sa chaise et a quitté la table. Le silence après cette conversation était plus glacial que n'importe quelle punition. Il n'a pas crié. Il n'a pas argumenté. Il a juste effacé la possibilité. À partir de ce jour, j'ai eu l'impression de vivre dans une version de moi inventée par quelqu'un d'autre. J'ai continué à répéter, en cachette, hors de la maison. J'ai rempli seul mon dossier d'aide financière. J'ai travaillé dans une librairie sous un autre nom pour que ça n'apparaisse pas sur ses déclarations fiscales. Au printemps de terminale, j'avais déjà ma chambre universitaire attribuée à New York et mon billet de train. Je lui ai laissé une lettre, une page, écrite à la main. Je t'aime. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je reviendrai un jour. Je pensais que ce serait suffisant. Je pensais qu'il serait en colère, peut-être même inquiet. Mais je n'aurais jamais imaginé que cet homme, celui qui applaudissait le plus fort à mes concerts, choisirait de brûler le pont tout entier plutôt que de faire un pas vers moi. Je suis revenue le dimanche après-midi, comme je l'avais promis. Le trajet en train était calme. Je n'arrêtais pas d'imaginer son visage, peut-être inquiet, peut-être adouci par la distance. Je répétais ce que je voulais dire, je suis désolée de t'avoir fait peur. J'avais juste besoin de respirer. Mais je n'abandonne pas. Mais quand je suis arrivée sur le perron, ma clé ne tournait plus dans la serrure. Au début, j'ai cru qu'elle était coincée. J'ai insisté, recommencé. Puis j'ai remarqué que la lumière du porche était éteinte. Elle était toujours allumée quand quelqu'un était à la maison.
J'ai sonné. J'ai frappé. J'ai attendu. Rien. J'ai appelé son téléphone, messagerie directe. Puis j'ai essayé celui de maman. Aussi hors service. C'est alors que j'ai regardé sur la droite et que je l'ai vue. Ma valise, posée bien droite à côté de la balançoire du Porsche. Fermée. Étiquetée. Comme un don oublié. Au-dessus, un sac en plastique contenant mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale et un post-it jaune. Tu as fait ton choix. Bonne chance. Mes mains sont devenues glacées. Je me suis assise sur les marches pendant des heures. Je n'arrivais pas à détourner les yeux de la porte, comme si, en clignant des yeux, elle allait s'ouvrir. Elle ne s'est jamais ouverte. Les voisins sont passés avec leurs chiens, et j'ai vu dans leur regard de la pitié, du dégoût, une confirmation. Ils savaient. 2 jours plus tard, j'ai atterri sur le canapé de mon amie Léa et je me suis connectée à Facebook. Et c'était là. Une publication de ma tante, postée le jour même de mon départ. Priez pour notre famille. Émilie s'est enfuie. Elle a laissé une lettre haineuse et nous craignons qu'elle soit avec quelqu'un de dangereux. Les commentaires n'en finissaient pas. Tellement désolée. Je prie pour vous. Elle a toujours semblé troublée. C'est jeune, aujourd'hui. Il avait fait croire que j'étais partie avec un homme plus âgé. Que j'étais partie dans la colère. Que j'étais instable. Ma mère a bloqué mon numéro. Ma prof de théâtre a cessé de répondre à mes mails. Une semaine plus tard, mon admission à l'université a été annulée après que mon relevé de notes a été marqué comme « incomplet ». Je n'avais pas seulement été abandonnée. J'avais été effacée. Et personne, pas une seule personne qui se disait de ma famille, ne m'a jamais demandé ce qui s'était réellement passé. La première nuit sur le canapé de Léa, j'ai pleuré dans un sweatshirt que j'utilisais comme oreiller. La 3e nuit, j'ai appris à pleurer sans faire de bruit. J'ai trouvé un job de serveuse dans un dîner ouvert 24h24 sur la 6e avenue, surtout de nuit. Le genre d'endroit où le café ne manque jamais et où personne ne te demande pourquoi tes yeux sont gonflés. J'ai frotté les sols. Pris des doubles shifts. Et je me suis inscrite à des cours du soir au Community College avec un plan de paiement. Pas de famille. Pas de FAFSA. Aucun soutien. Juste moi, un vieil ordinateur portable, et un compte bancaire qui ne dépassait jamais les $50 plus de 2 jours d'affilée. Je faisais profil bas. Je ne disais à personne d'où je venais. Quand on me demandait pour mes parents, je répondais. Ils sont sur la côte. Techniquement vrai. Émotionnellement, ils n'étaient plus là. Ce qui faisait plus mal que le silence, c'était de voir à quel point il avait été facile pour tout le monde de croire que je n'existais plus. Personne n'est venu me chercher. Personne n'a même posté une photo pour demander si j'allais bien. C'était comme si je n'avais jamais fait partie de leur histoire. Mais petit à petit, j'ai reconstruit quelque chose. J'ai pris des cours de théâtre le soir. Je faisais la régie lumière le week-end pour des spectacles off-Broadway. Un jour, quelqu'un a lu un monologue que j'avais écrit et a dit « Ce n'est pas juste bon. C'est toi. » J'ai écrit un one-woman show intitulé Héritage. Ça parlait d'une fille effacée par sa propre famille. Il a été joué 3 soirs dans un petit théâtre noir à Brooklyn. Seulement 10 personnes sont venues, mais l'une d'elles était une chroniqueuse du New York Times, qui travaillait sur un article à propos des ruptures familiales. Elle m'a demandé une interview. J'ai dit oui. L'article s'intitulait « Ce que nous laissons derrière nous quand nous quittons la maison ». Le nom de mon père n'a jamais été mentionné. Mais je sais qu'il l'a lu, parce que 3 jours après sa publication, quelqu'un a essayé de réinitialiser le mot de passe de mon adresse mail. Je n'ai pas bronché. À ce moment-là, j'avais un petit appartement à moi. Des amis qui connaissaient ma vraie histoire. Une vie que j'avais construite brique par brique. Et pourtant, le silence de chez moi restait le bruit le plus fort dans ma vie. Tout a commencé avec un message Facebook de ma cousine Mia. Nous n'avions pas parlé depuis mes 17 ans. Elle avait toujours été la rebelle, mèche blond platine, couvre-feu vignoré, plus souvent punie que libre. Mais ce soir-là, elle m'a juste écrit 6 mots. J'ai trouvé quelque chose. C'est à propos de toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé l'écran comme s'il s'agissait d'un fantôme. 3 jours plus tard, la curiosité a pris le dessus sur l'instinct de protection. Je l'ai appelé. Sa voix tremblait. Je suis désolée de ne jamais t'avoir contacté. J'ai cru ce qu'il disait. Nous l'avons tous cru. Elle m'a raconté qu'elle aidait son père à nettoyer le grenier.
des boîtes de vieilles déclarations d'impôts, des décorations de Noël moisies, des affaires de quand sa mère était institutrice en maternelle. Au fond d'une boîte, dans un sac Ziploc, il y avait une enveloppe scellée. Il y avait mon nom dessus. Mon écriture. Encre bleue. Cette écriture penchée que je n'utilisais plus depuis des années. Elle l'a ouverte. Elle l'a lue. Et elle a compris que tout ce qu'on lui avait raconté était un mensonge. Je t'aime. J'ai besoin d'espace. Je reviendrai dimanche. Aucune colère. Aucune menace. Aucune fuite. Juste une gamine de 18 ans, effrayée mais respectueuse, qui demandait un peu de temps. Mia m'a dit que son père avait essayé de faire comme si de rien n'était. Oh, cette vieille chose. Mais elle savait. Ils savaient. Ils savaient tous. Mon père n'avait pas simplement menti. Il avait pris la vérité, mes propres mots, et les avait cachés dans un grenier poussiéreux, comme quelque chose de honteux. Et puis, il les avait remplacés par une version qui faisait de lui la victime. Ce soir-là, Mia m'a envoyé par mail une copie scannée de la lettre. Je l'ai imprimée, j'ai lissé les plis, et je l'ai fixée longtemps. C'était comme retrouver la dernière pièce d'un puzzle qu'on m'avait manipulé à oublier. Peu de temps après, l'invitation à la fête de départ à la retraite a commencé à circuler sur les réseaux. Grande célébration. Conseil scolaire local. Enseignants. Famille. Responsable communautaire. Un hommage à une carrière d'intégrité. Je n'ai pas pleuré en la voyant. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé la lettre dans mes mains et pensé. Tu as enterré la vérité. Moi, je vais la déterrer devant tout le monde. Je n'ai pas décidé tout de suite. La lettre est restée une semaine sur mon bureau, à côté d'une bougie consumée et d'une tasse de café froid que je n'ai jamais bu. Chaque fois que je la regardais, je pensais au silence qui l'avait suivi. Aux anniversaires oubliés. À l'université que je n'ai jamais fréquentée. Aux années passées à reconstruire quelque chose qui n'aurait jamais dû être brisé. Puis j'ai vu le formulaire RSVP. Il était publié sur le site du district scolaire. Rejoignez-nous pour célébrer le départ à la retraite du principal Richard Carter. 40 ans de service, de leadership et de famille. Famille. Ce mot sonnait comme un défi. J'ai utilisé mon deuxième prénom, Hélène, pour répondre en ligne. Un invité. Pas de préférence de repas. Pas d'accompagnant. Je n'avais pas besoin de renfort. J'avais la vérité. J'ai réservé un vol, emprunté un blazer à une amie, et j'ai emporté 2 choses. La copie imprimée de ma lettre, et un article que j'avais publié dans The New Yorker l'année dernière. Je n'ai pas répété de discours. Ce n'était pas une vengeance, ni un numéro. C'était la réalité, brute, sans phare, indiscutable. Il avait construit sa carrière sur la discipline et l'image, à façonner les enfants des autres. Il était l'homme aux poignées de main, aux clipoirs et aux panneaux d'affichage remplis de visages souriants. Mais il avait laissé une photo de côté. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais simplement entrer, le regarder dans les yeux, et rappeler à tout le monde dans cette pièce. On ne réécrit pas l'histoire simplement parce qu'on est le seul encore debout pour la raconter. Je n'avais pas vu ma mère depuis plus de 10 ans. Pas depuis cette nuit où j'étais restée sur notre porche, les mains tremblantes et les yeux gonflés de larmes, à la supplier d'ouvrir la porte. Elle ne l'avait pas fait. Mais 2 heures avant le gala, j'étais de retour là-bas. Même porche. Même marche d'entrée. La peinture s'écaillait maintenant. Les buissons étaient envahis. Le vent portait l'odeur du dîner de quelqu'un d'autre. J'ai sonné. Pas de réponse. J'allais partir quand la porte s'est entr'ouverte. Elle avait vieilli. Amaigrie. Plus grise. Ses épaules voûtées, comme si la vie l'avait écrasée pendant des années. Ses yeux se sont posés sur moi. Et, l'espace d'un instant, j'ai vu quelque chose vaciller, la reconnaissance. La culpabilité. Le soulagement. Elle a murmuré. Émilie. Comme si prononcer ce nom lui faisait mal à la gorge. J'ai posé une seule question. Tu savais? Elle ne m'a pas demandé de quoi je parlais. Elle n'en avait pas besoin. Elle est sortie, a serré son gilet contre sa poitrine, et s'est assise sur la balançoire du porche. Je suis restée debout. J'avais besoin de rester debout. J'ai retrouvé la lettre, ai-je dit. La vraie. Celle que j'ai écrite avant de rentrer. Celle qu'il a cachée. Elle a fermé les yeux. Un lent hochement de tête, silencieux. J'ai voulu venir te chercher, a-t-elle dit. Je le voulais vraiment.
Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle a regardé au loin, vers la rue. Il disait que tu étais instable. Que tu étais parti avec un homme plus âgé. Qu'on devait se protéger. Que si je te contactais, ça ne ferait qu'empirer les choses. Je l'ai fixé. Et tu l'as cru? Je l'ai cru, a-t-elle murmuré. Parce que moi aussi, j'avais peur de lui. À cet instant, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de plus froid. Du détachement. Pas de la haine. Juste de la distance. Elle n'était pas la méchante. Mais elle n'était pas innocente non plus. Elle était le silence qui avait fait tenir son mensonge. La salle de réception sentait le vin cher et le saumon trop cuit. Les rires résonnaient sous les lustres en cristal. Les gens s'embrassaient, prenaient la pause devant un immense poster sur lequel on pouvait lire. Célébrons le principal Richard Carter, un héritage d'intégrité. Je me suis tenue au fond de la salle. Assez près pour entendre les vers s'entrechoquer. Assez loin pour rester invisible. Jusqu'à ce qu'on l'appelle sur scène. 40 ans de service. Un mentor. Un modèle. Une figure paternelle pour tant de personnes. Il est monté sur scène dans un costume bleu marine sur mesure, souriant comme seuls les hommes aux héritages jamais remis en question savent le faire. La foule s'est levée. A applaudi. Même le maire était là. J'ai laissé les applaudissements retomber avant de bouger. Un pas. Puis un autre. Les gens se sont retournés à mon approche. Des yeux se sont écarquillés. Certains visages se sont illuminés de reconnaissance. D'autres, d'inconfort. Et puis, il m'a vu. Richard Carter s'est figé. La couleur a quitté son visage comme si on avait tiré la prise. Je n'ai pas détourné le regard. Je suis arrivée au micro. Il s'est penché vers moi et a chuchoté. Émilie, pas ici. Mais je parlais déjà. Bonjour. Je suis Émilie Carter. Sa fille. Des exclamations. Des murmures. Des fourchettes suspendues en plein mouvement. Je n'ai pas mis les pieds dans cette pièce, ni dans cette ville, depuis 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, mon père a dit à tout le monde que j'étais partie. Que j'étais en colère. Que je l'avais renié. Il vous a dit que j'avais laissé un mot. J'ai sorti l'enveloppe de mon manteau. Voici ce mot. Je l'ai lu lentement. Clair et net. Pour que personne ne puisse prétendre ne pas avoir entendu. Je t'aime. J'ai besoin d'espace. Je reviens dimanche. J'ai levé les yeux vers la foule. Des visages familiers, enseignants, voisins, mon ancien principal. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui s'enfuit? Silence. Le genre de silence qui s'ancre dans votre colonne vertébrale. Puis, des chaises qui bougent. Des regards fuyants. Quelques personnes ont regardé Richard. Une femme s'est couvert la bouche. Il a fait un pas en avant. Émilie, ce n'est pas toute l'histoire. J'ai levé la main. Non. Tu as raconté ton histoire pendant 10 ans. Maintenant, c'est la mienne. Une voix dans la foule. C'est pour ça qu'elle a disparu? Une autre? Je me souviens avoir prié pour elle. Puis Mia s'est levée. Elle a levé son téléphone, affichant la copie scannée de la lettre originale. Il l'a cachée, dit-elle. Pendant 10 ans, il nous a laissé croire à un mensonge. Je l'ai vu se produire. Le dénouement. Sa réputation, cousue avec tant de soin, se déchirant fil après fil. Quelqu'un a murmuré. Quoi d'autre a-t-il caché? Sa mâchoire s'est contractée. Ses mains tremblaient. Il m'a regardé comme si j'avais allumé l'incendie. Mais je n'avais rien brûlé. J'avais juste apporté la vérité. Et la vérité ne chuchote pas. Elle résonne. Une fois la première fissure apparue, le reste s'effondre vite. Il a essayé de sourire. De sauver la situation. Agitant la main comme si je n'étais qu'une émotion passagère. Mais la salle avait changé. Les regards qu'on lui portait n'étaient plus admiratifs. Ils étaient ceux qu'on réserve à un inconnu. Une de ses anciennes collègues, Madame Blake, vice-principale depuis 20 ans, s'est levée et a dit. J'ai toujours trouvé étrange que tu fermes aussi brusquement le département de théâtre. Un autre homme, un ancien conseiller d'orientation, a ajouté. Tu nous as dit qu'elle avait fait une crise. Qu'elle était dangereuse. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Il le faisait à ma place, maintenant.
Même le directeur de l'éducation, celui qui venait de porter un toast en son honneur 10 minutes plus tôt, s'est éloigné du podium, bras croisés. Lui non plus ne souriait plus. Puis quelqu'un, au fond de la salle, a dit « Assez fort pour que tout le monde entende. Tu l'as fait disparaître pour protéger ton image. » Mon père n'a pas répondu. Il a regardé autour de la pièce et a vu que l'empire qu'il avait construit n'était pas fait de briques, mais de foi empruntée. Et la foi, une fois fissurée, ne tient pas. Il s'est enfin éloigné du micro. Sans excuse. Sans explication. Juste un repli silencieux vers sa table. Où même ma mère a refusé de croiser son regard. Le diaporama continuait à défiler derrière lui. Photos de foires scientifiques, poignées de main lors de remises de diplômes, cérémonies de prix. Mais plus personne ne regardait. Parce que l'histoire avait changé. Et l'homme aussi. Je ne suis pas resté pour le gâteau. Tandis que les gens murmuraient. Et que les assiettes étaient débarrassées dans le silence. Je me suis glissé par la porte latérale. Et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le ciel était d'un bleu marine profond. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Jusqu'au fond de mes côtes. Mia m'a rejointe quelques minutes plus tard. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle s'est juste tenue à côté de moi, sur le trottoir. Comme si on attendait un bus qui ne viendrait pas. Finalement, elle a dit. Tu as été courageuse. J'ai secoué la tête. Non. J'étais en retard. On est resté là, silencieuse. Le bruit de la circulation en arrière-plan. Le gala étouffé derrière les murs épais de l'hôtel. C'était comme se tenir devant un enterrement. Sauf que personne n'était mort. Ils avaient juste été vus. Pour ce qu'ils étaient vraiment. Je crois que j'ai passé des années à juste vouloir que quelqu'un me croie, ai-je dit. Et j'ai compris. Je n'avais pas besoin qu'on me croie. J'avais besoin que le silence s'arrête. Mia a hoché la tête. Tu y as mis fin. Non, ai-je répondu. Je l'ai reprise. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe dans ma main. La lettre qui n'était jamais censée disparaître. Les mots qui n'étaient jamais censés être enterrés. Je n'avais pas besoin de la remettre à qui que ce soit. Je n'avais pas besoin que mon père la lise. Il avait déjà entendu chaque mot. Et eux aussi. Je me suis tournée vers Mia et j'ai souri. Il a construit son héritage sur le silence. Moi, je l'ai repris. Puis nous sommes partis. Pas comme des exilés. Pas comme des victimes. Mais comme des femmes qui ne vivaient plus dans l'histoire de quelqu'un d'autre.